Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 30 juin. C'est bientôt les vacances d'ailleurs en actu. On décolle avec le vice-président de la Fédération suisse du voyage, Stéphane Jaillet, vous confie toutes les bonnes astuces pour partir cet été. En sport, rencontre avec le youtubeur morgien Noah Miaron. Il souhaite traverser le Léman, dont la longueur à la nage en moins de 24 heures. Il raconte son défi à Alexandre Caporal. Enfin, en culture, avant la grande inauguration de l'usine à gaz en septembre prochain, découverte et visite des lieux en coulisses, mais aussi découverte de la future programmation en images. Plus que quelques semaines, quelques jours, voire quelques heures pour certains avant de partir en vacances. Mais dans quel pays pourra-t-on voyager? Faut-il être vacciné? Quelles sont les recommandations? Beaucoup de questions qu'on aura aujourd'hui à poser à notre invité, Stéphane Jaillet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes le vice-président de la Fédération suisse du voyage. Alors, faites-nous rêver cet été, vous partez où? Alors, moi, je pars à Ibiza, en famille, avec une copine de ma fille qui a 13 ans, parce qu'à 13-14 ans, alors on ne peut pas encore rentrer dans les clubs, que ce soit sanitaire, et ça on en discutera peut-être tout à l'heure, mais au niveau âge, mais on va à Ibiza et on part dans 10 jours. Donc, comme quoi, avec les tongs à la main, les pieds dans le sable et puis quelques bonnes musiques. Ouais, comme quoi, vous n'êtes pas tout à fait sage, c'est-à-dire, plus sérieusement, l'année dernière, c'est vrai que le message politique, c'était voyager en Suisse, rester en Suisse. À votre avis, est-ce que la population suivra ces mêmes recommandations cette année? Oui, alors, suivre une recommandation, c'est peut-être un peu différent. J'aime à dire qu'on est complémentaire entre notre corporation qui envoie les gens à l'étranger et puis justement le produit suisse, la thématique suisse et les voyages en Suisse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert, malheureusement ou heureusement, la Suisse l'année passée, qui vont refaire cette même expérience, mais il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient justement respirer un peu d'air iodé, avoir les deux pieds dans la mer. Et c'est vrai que ceux-là ont déjà fait ou font la démarche maintenant de faire leur réservation. Ouais, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a plus de réservations, moins? Quels sont les pays choisis? Alors, au niveau des pays, on reste vraiment sur le bassin méditerranéen. On reste vraiment sur des vols directs relativement court courrier, entre 1 heure et 3 heures. Là, c'est vraiment ce qui se dégage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ de Genève, on n'a que 60% de l'offre qu'on avait en 2019. Et c'est ce mécanisme d'offre et de demande qui fait que les prix, malheureusement, sont en train de prendre l'ascenseur. Mais sur les destinations choisies, c'est vraiment un focus sur le bassin méditerranéen. Oui, est-ce que ce fameux passeport vaccinal est en train de relancer la machine? Alors oui, on a eu tous ces effets d'annonce, de contre-annonce, que ce soit de notre Conseil fédéral ou que ce soit des différents pays. Ce n'est pas encore fini, hein. On a eu justement au Portugal, il y a 10 jours, une situation un petit peu de flou artistique. Et c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans une certaine brume, mais les annonces qui ont été faites valident maintenant ces décisions de partir à l'étranger. Oui, mais par rapport à cet outil du passeport vaccinal, votre analyse sur cet outil, ça serait laquelle? Alors c'est un outil qui est extrêmement porteur. C'est un outil qui doit encore être avalisé au niveau européen par rapport à notre logiciel suisse, mais c'est effectivement un sésame pour pouvoir partir en vacances. Alors, par rapport à la Fédération suisse du voyage cet été, quelles sont ses recommandations? Alors, les recommandations, c'est évidemment de s'appuyer sur notre secteur d'activité, donc les agences de voyage qui ont cette expertise, qui ont cette objectivité, qui ont toutes les cartes en main pour donner une sécurité et un côté serein à la personne qui aimerait partir en voyage, que ce soit dans sa famille ou que ce soit pour découvrir de nouvelles contrées. Donc vraiment, de s'appuyer. On ne peut pas donner une liste exhaustive de toutes les conditions, de tous les pays qui sont accessibles ou qui vont être accessibles, mais c'est vrai qu'en allant chercher le conseil et la valeur ajoutée auprès de notre secteur d'activité, on part déjà un peu plus serein avec les bonnes cartes en main. Alors c'est sûr que vous avez l'expérience d'une année derrière vous, mais qu'est-ce qui a changé à votre avis dans le milieu touristique depuis? Alors, outre le fait qu'on a dû faire des classeurs avec des listings de différents laboratoires qui pouvaient faire des PCR dans tous les pays concernés, non, blague à part, c'est vrai qu'on a vu, grâce aux médias, grâce à NRTV aussi, une mise en lumière de notre secteur d'activité. Donc, on a beaucoup plus de personnes qui viennent dans les agences de voyage pour aller chercher ce conseil.
On parle d'un 40 à 50% de plus de personnes qui nous sollicitent, si on le compare à l'année 2019. Donc là, on a vraiment évolué par rapport au secteur d'activité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'imagine encore plus de travail administratif pour votre secteur. Alors, on a l'habitude, avec tout ce qui est géopolitique, avec tout ce qui est politique tout court ou sanitaire, on a l'habitude d'offrir ou de donner ou de mettre à disposition des conseils. Ces conseils, évidemment, il faut aller les chercher, il faut aller les contrôler. Donc oui, il y a un travail administratif, et c'est pour ça que les agences de voyage qui font partie de la fédération, mais surtout d'un fonds de garantie, se doivent aussi d'appliquer certains frais de dossier pour justement compenser toute cette énergie et cet aspect un peu chronophage pour aller chercher la bonne information pour la bonne personne, pour la bonne destination. Et vous le disiez, c'est un milieu qui a beaucoup souffert de cette crise, qui a été très touché. Aujourd'hui, comment il se porte, ce secteur professionnel? Alors, ce secteur a été effectivement très chahuté. On pensait perdre des milliers d'emplois grâce à l'outil de la Confédération, l'outil des cantons, que ce soit les RHT, mais aussi les indemnités à fonds perdus, le pré-Covid, tous ces soutiens-là, même si vous étiez là, vous étiez derrière, vous n'avez pas lâché le morceau. Exactement, on n'a rien lâché, on ne lâche toujours pas, puisque pas tout est fini, on est encore dans des processus d'aide, mais c'est vrai que tous ces outils ont permis de juguler ces personnes qui auraient pu partir au chômage dans notre secteur d'activité. On a pu garder les compétences, on a pu garder les connaissances, et ça c'est aussi une valeur ajoutée et un aspect très positif de la gestion de la crise. J'aime toujours le dire, avec la crise, il y a le côté PCR, ça c'est le côté sanitaire, mais le PCR pour nous c'est proactif, créatif et réactif, et c'est vrai que notre secteur d'activité a appliqué ce processus. Comme quoi, finalement, si on vous écoute, c'est possible de partir en vacances et c'est finalement assez simple, il faut simplement se confier aux professionnels, on le sait d'ailleurs pourquoi vous nous dites ça. On ferme d'ailleurs le volet vacances pour passer une petite mise en bouche concernant le mondial de fondu, puisque vous en êtes le président. 4e édition reportée à 2023. Aïe, on aura encore le ventre vide longtemps. Alors, aïe, il y en a un peu dans les caclons de temps en temps. Il a la réponse. Mais oui, on est parti sur 23. Pourquoi? Parce que pour avoir une édition en 21, il aurait fallu déjà lancer la machine à la fin de l'été 2020. Aucune perspective, aucune visibilité pour 21. Donc, on est parti sur 23. On était parti sur 22 pour jouer la transparence avec vos téléspectateurs. On était parti sur 22, mais on a été approché par le canton de Fribourg. Et il va y avoir une petite surprise qui va être annoncée à la rentrée en septembre. Et on va jouer de la complémentarité et de la synergie entre le mondial de fondu 2023, 4e édition, qui va encore être plus belle, mais j'espère être invité pour en parler sur votre plateau. Mais on espère aussi. D'ailleurs, vous invitez à voir le caclon de la fondue ici sur le plateau, parce que c'est vrai que c'est une tradition chez NRTV. C'est devenu une tradition, oui, tout exactement. À fait. Mais plus sérieusement, c'est vrai que vous avez trouvé, on a envie de dire, la bonne astuce, parce que voilà, des sélections internationales vont avoir lieu, prévues en 2022 en France, au Canada et même au Brésil. Finalement, vous avez trouvé l'astuce pour voyager, encore une fois. Il faut mettre en lumière notre secteur d'activité. Alors, on n'a pas encore finalisé le tout, mais c'est vrai que c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui vont donner encore un peu plus de notoriété, on va dire, au mondial de fondu, mais surtout à la région de Nyon, et puis évidemment au vin de Tartenien qui accompagne magnifiquement bien une bonne fondue. Ouais, plusieurs manifestations vont être prévues aussi dans plusieurs cantons. Quelques dates à nous donner peut-être? Alors, ce sera en novembre 2022. Ouais. Comme la plupart des fans suivent notre caclon géant, et vous en avez aussi parlé, ce caclon va être un petit peu notre signature, va tourner dans différents événements. Il va aller à Lausanne pour le Beau Noël, donc pour la grande fête, pour autant qu'on puisse le faire de Noël sur Lausanne, et puis quelques arrêts dans des grands clubs lausannois pour justement donner ce côté dynamique, ce côté partage, ce côté convivialité que porte cet événement du mondial de fondu. Parce que c'est une affaire sérieuse. D'ailleurs, autre changement, l'organisation sera reprise par une société anonyme, même si elle reste en main du groupement des vignerons des Tarteniens. Pourquoi professionnaliser la structure? Alors, on est en phase 2. Ce n'est pas une société anonyme, ce sera une SARL. Ça doit être encore évidemment validé par le groupement des vignerons, qui est propriétaire de la marque et de l'événement. Mais on a atteint les limites des miliciens. Si on veut pérenniser, si on veut continuer sur cette belle histoire qu'on
qu'on a lancé en tant que milicien. Il faut maintenant professionnaliser ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et si en plus on part sur l'international, là, il faut vraiment de la sécurité sur ce concept qui vaut la peine d'être développé à ce niveau-là. On y revient. Voyager en toute sécurité, ce sera notre conclusion, notre mot de fin. Stéphane Jaillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment de l'invitation. Il réalise des mini-défis sportifs sur YouTube. Il a 24 ans et vient de Morges. Et cet été, il s'est fixé un défi énorme dans le lac Léman. Du 16 au 18 juillet, Noam Yaron va traverser le lac dans sa longueur à la nage et souhaite le faire en moins de 24 heures. Rien que ça, un défi sportif dans le but de sensibiliser la population à la pollution des eaux et aux déchets plastiques notamment. Salut Noam. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ravi que tu sois là. Alors, ça t'est venu comment, dis-nous, ce pari fou ? Alors, c'est venu, ça fait très longtemps que j'y pense. Avant tout ça, j'étais nageur, on va dire, d'élite pendant une dizaine d'années. J'ai arrêté à mes 18 ans et vraiment depuis tout petit, j'adore en fait tout ce qui touche à l'eau. Et un jour, quand j'ai commencé la natation, j'étais pas du tout doué, mais j'ai dit à mon papa, un jour, j'aimerais bien traverser le lac. Et je l'ai fait plusieurs fois en largeur, du coup, donc j'ai tenu à moitié ma promesse, mais pour faire Morges-Évian, exactement, Évian-Morges. Et puis, l'idée, c'était cette année un peu spéciale de me lancer le défi de le faire en longueur et de le faire pour une cause qui me tenait à cœur, la préservation des eaux. Ouais, et donc tu es très attaché au Léman aussi. C'était logique pour toi de le faire ici, ce défi. Exact. Alors moi, je suis né à Morges. J'ai fait toute mon enfance dans la région. Donc c'est vrai que l'arc lémanique, le lac, l'eau de manière générale, c'est tous des éléments qui font partie finalement de mon ADN. Et ouais, c'était pour moi évident de continuer déjà la natation, même après ces années de sport, même si j'en faisais beaucoup et qu'à la fin j'étais un peu dégoûté. Là, je le fais vraiment pour le plaisir. Et puis j'ai trouvé un peu un nouveau souffle, la natation en lac, qui est complètement différente que celle en piscine. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer ces différents défis. Alors, il y a beaucoup de jeunes romans, des jeunes romans qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent ce que tu fais sur YouTube. Et là, c'est vrai que ça paraît étrange de te voir te lancer un défi aussi gros, un défi sportif aussi gros. Alors, j'en ai déjà fait d'autres. Avant, c'est traversé en largeur. J'ai fait aussi le marathon de New York, où je me suis qualifié un peu complètement, un peu par hasard. Je me suis lancé le défi de courir les 20 km de Lausanne. Je me suis qualifié en tant qu'athlète du coup au marathon de New York. Donc le sport, ça a toujours été là, quoi. Alors oui, après, j'ai jamais été le meilleur, j'ai jamais été le plus rapide. J'ai gagné une médaille quand même au championnat suisse en tant que champion suisse aux 3000 mètres en eau libre, en natation. Mais entre guillemets, pour moi, le sport, avant tout, c'est un plaisir. Et je me considère vraiment pas comme un sportif, on va dire, professionnel. C'est pas du tout mon rôle. Bon, là, 24 heures, ça va pas être que du plaisir. C'est un gros défi en termes de chrono. Moins de 24 heures pour la traverser en longueur. Alors, 2 hommes l'ont déjà fait. Le premier qui habite la région, qui s'appelle Alain Charmet, qui a été le premier homme en 1986, si ma mémoire est bonne, à traverser le lac à la nage, qui a fait 22h42. Et un Espagnol qui l'a battu très récemment en 2016, en 22h39, donc de 3 minutes. Donc ce que tu veux nous dire, c'est que c'est possible. Alors c'est réalisable, déjà c'est réalisable. Ces 2 hommes, le premier, a fait, sauf erreur, les Jeux Olympiques aussi, aux 400 mètres. Donc c'est une autre performance. C'était vraiment, entre guillemets, déjà son quotidien, ce qui est le mien aussi aujourd'hui pour entraîner cette traversée. Et l'Espagnol Jaime Caballero, qui l'a fait en 2016, lui est vraiment... on va dire une icône aussi de l'eau libre. Il a traversé plein de chaînes aussi, d'îles. C'est un expert du domaine que j'ai eu la chance aussi de contacter pour avoir ses conseils pour cette traversée. Et dans la région, justement, je sais qu'à Gland, il y a notamment Flavie Capozzi qui est connue pour avoir traversé le Léman dans la longueur. Elle avait mis 31 heures justement à faire environ 73 km sauf erreur. Est-ce que tu la connais, Flavie? Est-ce qu'elle t'a conseillé? Alors oui. Alors on s'est rencontrés plusieurs fois au bord des bassins pendant qu'on nageait. Elle nageait à Nyon, sauf erreur. Et puis, alors non, on n'a pas eu contact. Entre autres, nous, notre objectif aussi, qui est un peu différent du sien, c'est de ne pas monter sur le bateau. Donc ça s'appelle une traversée sans assistance, c'est-à-dire tout simplement ne pas sortir de l'eau. Donc l'idée, c'est d'être 24 heures dans l'eau. Ça, à ma connaissance, jamais été fait pour l'instant.
Donc on a toutes ces techniques pour... Donc en fait, tu rajoutes vraiment des épreuves. On rajoute des épreuves. L'idée, c'est voilà, de le faire, entre guillemets d'une traite. Bien sûr qu'il y aura des pauses, des moments où je vais manger et boire. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas sortir, non seulement parce que déjà, c'est le critère qu'on s'est fixé tout simplement, un défi comme un autre, et surtout de ne pas arrêter le corps, parce que pour des points aussi, on va dire, physiques, c'est très très difficile pour le corps sur un effort comme ça de s'arrêter et de repartir. Comment on se prépare à tout ça? Alors, il y a des heures et des heures d'entraînement. Ça fait 6 mois, depuis le mois de janvier à peu près, que je m'entraîne. Donc, il y a voilà, des heures et des heures de natation auxquelles je n'ai pas forcément eu la tâche facile parce que les piscines étaient fermées pendant le 3/4 de ma préparation pratiquement. Donc, j'ai nagé en lac depuis le mois de janvier. Donc eau froide, 5 à 6 degrés au départ. Donc voilà, ça c'est aussi une autre épreuve. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert voilà, la beauté du lac l'hiver qui est transparent par rapport à maintenant. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais là, tu as choisi le mois de juillet parce que justement les températures seront bien plus clémentes. Tout à fait. Et puis j'espère que l'eau ne sera pas trop chaude parce qu'au début, on avait vraiment peur. Les températures étaient un peu en retard par rapport aux moyennes saisonnières des années précédentes. On observe voilà, un peu tout ça avec l'EPFL notamment qui nous suit pour toute la partie courant, vent et surtout voilà, les vagues, la météo. Et en fait, voilà, là, le lac est remonté très, très rapidement. Il est très, très stable. Il a passé les 20 degrés. Même s'il descend de 2-3 degrés, pour moi, c'est vraiment pas du tout un problème parce que mon corps s'est complètement habitué à cette nage en eau froide et j'ai même peur d'avoir chaud. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors voilà, la nuit... Quelles sont tes autres peurs, justement? Est-ce que tu as des appréhensions? On imagine que oui, mais si oui, lesquelles? Alors j'avais la nuit au départ. Pour moi, et je pense pour beaucoup de nageurs, pour ne pas parler au nom de tout le monde, mais c'est surtout de mettre les pieds dans l'eau la nuit, surtout dans le lac. Les gens ont souvent peur un peu du fond, c'était mon cas aussi au départ. Et c'est des peurs voilà, qu'on désinhibe au fur et à mesure, qu'on fait voilà, étape par étape. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment croisé grand-chose. Je vois souvent quelques gros poissons, sinon c'est plus des petites perches, voilà, enfin, il n'y a rien de méchant en fait là-dessous. Et pour moi, ben, voilà, déjà rien que le fait de le faire pour la préservation des eaux, pour moi, ben, voilà, je traverse le lac avec le lac comme partenaire finalement. Et je sais que voilà, ben, c'est un être vivant et il y a toutes ces choses-là au fond et je le fais avec. Et il y a aussi le noir, donc nager la nuit. Et ça, c'était une de mes plus grosses peurs qui maintenant voilà, est complètement tombée. C'est très très sympa, on a fait une répétition il y a quelques jours, on a des néons sur la ligne d'eau qu'on peut voir ici en fond qui me permettent ben, voilà, d'être visible et de voir pendant la nuit et de nager finalement comme dans une piscine qui avance. Donc rassuré, serein pour le défi de juillet. Complètement, alors après il y a plein de doutes, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être assez rapide, est-ce que le lac sera on va dire avec nous, les conditions météo, le vent et tout ça. Mais entre autres, voilà, je suis serein, on s'est bien entraîné, l'équipe qui est autour de moi voilà, est professionnel sur le point de vue nutrition, mental, physique, je suis vraiment bien encadré. Et après, ben voilà, ça reste un défi de taille. J'ai jamais fait 24 heures dans l'eau, donc ce sera l'occasion de voir du 16 au 18 juillet si on y arrive ou pas. Voilà, donc Noam, tu es nageur, tu es sportif, c'est un gros défi, mais aussi tu fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça qu'on te connaît et je vous propose qu'on regarde un petit extrait justement de ce que tu fais sur les réseaux. Bonjour à tous, c'est Noam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Challenge Accepted où tous les dimanches je réalise l'un de vos défis. Ok les amis, on est arrivé, on est à proximité d'Évian. On va s'essayer à l'escrime. On a Pauline Brunner, notre championne du jour, qui revient de compétition internationale, qui va nous présenter son sport, nous lancer un challenge de folie que je sens qu'il va être difficile à relever. Bref, challenge accepted, c'est parti. Donc du paddle, de l'escrime et puis du MMA, on t'a vu. Donc les défis sportifs, apparemment donc que tes auditeurs, téléspectateurs, comment on appelle ça d'ailleurs sur YouTube, téléspectateurs? C'est une très bonne question, ouais, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Bon, ta communauté, tes fans en tout cas qui regardent tes vidéos, te donnent des défis et puis toi ensuite tu les réalises, comment ça se passe? Exactement, donc on a lancé cette série qui s'appelle Challenge Accepted en début d'année. On savait qu'on n'allait pas réussir forcément à la continuer longtemps, mais c'était aussi pour l'inscrire avant ce défi, pour
voilà, se repositionner dans le sport un petit peu. Montrer que tu fais des petits défis et que tu en prépares un très gros. Voilà, exactement. Donc c'était très très fun. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces défis. Pour la plupart, c'est des champions suisses, européens, voire du monde qui ont participé à ces vidéos. Et c'était génial de pouvoir tester des sports improbables qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément à la télé ou autre. Et mon idée, c'était déjà de vivre cette expérience, de la partager et de donner aussi à ces sportifs qui n'ont pas toujours, on va dire, le retour de visibilité qu'ils méritent. Et j'espère pouvoir continuer cette série parce que c'était vraiment très très fun à faire. Ouais, donc tu as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui suivent tes vidéos sur YouTube, sur ta chaîne et puis sur Instagram également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu t'adresses à un large public, à beaucoup de gens, ce qui fait que tu as envie de défendre certaines causes et notamment, je l'ai dit en introduction, pour ce grand défi sportif de la nage justement dans le lac Léman, de la traversée du Léman dans la longueur, eh bien, tu le fais aussi pour sensibiliser à la pollution. Quelles actions vont être menées pendant cette traversée? Alors, on en a plusieurs. Déjà, elles sont toutes en collaboration avec l'Association pour la sauvegarde du Léman, qui est une association qui est basée à Genève depuis 1980, qui fait un boulot formidable que j'ai eu la chance du coup de rencontrer une fois que j'ai découvert, on va dire, les revers de la médaille de ce que j'ai pu retrouver dans le lac pendant mes essais et mes entraînements. Ouais, c'est ça qui t'a donné envie de te battre pour cette cause. C'est véritablement ça qui m'a donné envie. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses improbables. Alors, le lac peut paraître propre par rapport à certaines eaux ou images qu'on nous montre de mer et d'océan avec des îlots de plastique, ce qui n'est pas le cas, et heureusement. Mais le lac est pollué. Moi, j'ai même été intoxiqué par le lac plusieurs fois, donc arrêté d'entraînement pendant plusieurs jours à cause de tout simplement les substances qu'on retrouve dedans, qui sont finalement dans les urines, dans les selles, et puis qui finissent malheureusement parfois dans le lac. Et voilà, pour l'instant, là aussi, je suis en arrêt pendant quelques jours à cause d'une pharyngite, donc c'est une inflammation et puis qui est sûrement due à justement des bactéries ou des choses qu'on retrouve dans le lac. C'est important justement quand on a le statut que tu as, à savoir le fait de s'adresser à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pour toi, c'est logique en fait de défendre une cause écologique comme celle-ci par exemple? Alors tout à fait, et puis pour moi, il fallait qu'elle fasse sens, il fallait que j'aie envie de la défendre et on a décidé de l'illustrer en deux choses. Déjà, faire parler de cette cause à travers ce défi, toutes ces interviews qu'on a la chance de faire et quand on en parle au quotidien sur les plateformes, les réseaux sociaux. Et surtout, avoir un impact tangible. Donc, on a organisé ce week-end, donc du vendredi 2 au 4 juillet, une collecte de déchets communautaire. Exactement. Donc l'idée, c'est que les personnes ont juste besoin d'avoir leur téléphone avec soi et tout simplement monitorer, répertorier les déchets qu'elles ramassent sur l'application netlemon.app. C'est plus une web app, une plateforme, et qui tout simplement va nous permettre déjà de voir l'impact tangible qu'on aura, nettoyer le Léman, ça c'est évident, et ça permettra à l'association qui a développé cette application de tout simplement pouvoir faire une étude comme une science participative finalement en 2022. Donc on invite les gens à participer, c'est très très simple, qu'ils soient seuls ou à plusieurs, en famille, entre collègues, pendant 10 minutes, une demi-journée, peu importe où autour du lac, en France ou en Suisse, et du coup on invite les gens à participer. Et dès à présent, les gens peuvent parier. Ouais, des pronostics pour ton chrono, parce que tu t'es fixé le défi de 24 heures, mais on n'est pas sûr que tu réussisses à le faire en moins de 24 heures. Honnêtement, même nous, on ne sait pas. Ça va dépendre de plein de choses, et c'est ce qui fait que c'est aussi joli, autant pour nous à préparer qu'aux gens de suivre. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place des pronostics sportifs. Donc les gens peuvent tout simplement miser, donner sur 4 tranches horaires de 1 heure. Et, sur ton site odyssée-du-Léman.ch. Exactement. Voilà. Et du coup, pour toutes les personnes qui tomberont dans la bonne tranche horaire, seront tirées au sort pour gagner des lots que nos partenaires et sponsors offrent. Donc on a des Apple Watch, des bons Décathlon, plein de choses, des trottinettes électriques, des vols en montgolfière, enfin des trucs très sympas. Et tout ça pour 10 francs, et tous les bénéfices seront, on va dire, reversés à l'Association pour la sauvegarde du Léman. Bon, eh bien, il y a plein de choses à dire sur toi, Noam Yaron, sur ton défi sportif. T'arrêtes pas, en fait? Tu dors un peu? Alors oui, je dors beaucoup. D'ailleurs, ça, c'est souvent la chose que les gens me disent. Mais comment tu fais pour tout ça? Tu dors la nuit? C'est vraiment la question qui revient. Et le CHUV, qui nous suit pour toute la partie sommeil, m'a prescrit entre 9h et 10h de sommeil par nuit. Je suis à 9h à peu près. Donc tu arrives à dormir 9h par nuit? Je dors très bien la nuit.
Bien sûr, il faut se forcer, il faut se coucher plus tôt, se réveiller un peu plus tard que d'habitude. Mais c'est possible, ça demande de l'organisation, mais c'est possible. Donc oui, je dors très bien la nuit, merci. L'Odyssée du Léman de Noam Yaron, c'est donc entre le 16 et le 18 juillet que le nageur de Morges de 24 ans s'élancera du coup pour traverser le Léman dans la longueur Villeneuve-Genève. Merci beaucoup Noam d'avoir été avec nous. Et du coup, on te souhaite bonne chance, bon courage et puis on croise les doigts pour J'en aurai besoin. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt. À Nyon, l'usine à gaz sera inaugurée début septembre du 3 au 5. Un festival de spectacles fera la part belle aux artistes suisses, tout comme la première partie de la saison qui se terminera fin janvier. La directrice et la programmatrice musicale des lieux nous en parlent. Je remercie immensément toute l'équipe de l'usine à gaz. Chacun s'est donné sans compter. Et voilà, je tiens vraiment à leur adresser mes remerciements. C'était tout un parcours pour arriver jusque-là. Ça a été simple pour personne. Les conditions ont fait que rien n'était évident, rien n'était facile. Donc effectivement, au moment d'ouvrir, on est porteur d'une émotion particulière et d'une vraie envie de rencontrer enfin le public nyonnais et le public de la région, parce que voilà, on travaille pour ça. On a prévu un programme déjà pour l'inauguration en septembre et aussi le programme de saison qui part de septembre jusqu'à décembre. L'objectif pour cette nouvelle usine à gaz, c'était de ne pas oublier les fondamentaux du lieu, soit les musiques qui font bouger. Alors tout à fait, il y a aussi notamment des concerts de rock, de hip-hop, mais aussi un concert cinématographique et puis un concert assis, plutôt jazz, avec Malo et Forward. Quels sont les principaux axes de programmation de cette salle ? Alors j'avais surtout envie de, comme vous disiez avant, des musiques qui font bouger, qui donnent envie de se rassembler, d'échanger et puis de découvrir aussi. On est justement peut-être un peu plus dans la découverte artistique. Dans la salle 2, ici, c'est vraiment un lieu qui rassemble, qui doit s'ouvrir au plus grand nombre. Alors j'espère, et puis j'espère surtout que le programme sera bien accueilli. En tout cas, il a été pensé pour satisfaire quand même le plus grand nombre, et puis que l'usine à gaz revive et puis revienne comme avant. Essentiellement cette saison des artistes suisses, quelques artistes internationaux, belges et français pour l'essentiel. Je parlerai de Flesh Love et de Julia Dabala qui nous offriront une super soirée. Également Requin Chagrin, des Français qui font du rock. Ça commence dans un cri de peine, s'il parle dans le bar, il y a du père. Et puis Glauque, des Belges qui font du rap. Dans la salle 2, justement, il y aura quand même des concerts de musique actuelle. Oui, il y en aura deux. Il y aura Chassol qui a son projet qui s'appelle Ludi. Ce sera un concert cinématographique. Et dans le cadre de Jazz Contrebande, une soirée plutôt jazz house avec Alberto Malo, Forward. Et ils seront accompagnés du MC britannique Infinitely Vez. L'usine à gaz va s'associer cette année avec le Théâtre de Grand Champ de Gland et le Casino Théâtre de Rolles autour d'un projet qui vise à reconquérir le public de la côte, à lui faire savoir, à lui communiquer la richesse de l'offre culturelle et à faire circuler les gens, les spectatrices et les spectateurs entre les salles. Donc on a imaginé un projet avec une carte qui s'appelle la carte côte à côte, et ce projet est affublé de la mention « Retournez dans vos salles, consommez local ». Le feu d'artifice qui lancera toute cette saison, eh bien, c'est la grande fête qui aura lieu début septembre. Absolument, le festival d'inauguration comme on l'a appelé, c'est 3 jours de festivités. Ça commence le vendredi 3 septembre et ça termine le dimanche 5 septembre. Des spectacles, des concerts, une exposition, des performances. Voilà, c'est un petit feu d'artifice pendant 3 jours avec en concert Raphaelson, les Poutzmarie, Madjo et Buvette, avec des spectacles où on va accueillir des toutes jeunes compagnies, où on va accueillir la toute jeune compagnie Alors Voilà par exemple, ou bien on montrera la création de la nouvelle pièce du collectif Delgado Fuchs, un duo de danse. Il y aura aussi des spectacles pour les enfants, ce sera vraiment riche.
L'usine à gaz se refait une beauté avant son inauguration prévue début septembre. Le bâtiment a multiplié sa surface par 4 pour un investissement de 18,2 millions de francs. Crédit d'études compris. Visite des lieux et des coulisses en images. Alors, on est dans la cour de l'usine à gaz. Sur la gauche, la salle historique. Devant moi, le nouveau bâtiment qui a été fini de construire en mars, avec le nouveau néon usine à gaz qu'on vient de recevoir, la cour qui vient d'être dégagée, et on a présenté la saison aujourd'hui, et tout est prêt pour l'inauguration qui aura lieu début septembre. Je vous propose de venir avec moi pour faire un tour du bâtiment. On y va. Alors voilà, on entre ici dans le foyer, avec la billetterie, le bar, le vestiaire, un endroit qu'on veut convivial, un endroit où on peut venir boire un verre avec des amis avant le spectacle, après le spectacle, un endroit qui sera aussi ouvert pendant la journée pour les gens de la rue qui passent, qui ont envie de boire aussi un verre, qui ont envie de travailler, qui ont envie de profiter du lieu. Alors, voici un peu le plan des lieux. Alors, on a une résidence pour les artistes au premier étage. La salle est sur 2 niveaux, -1, -2. Et on a également un studio. On va commencer par aller déjà découvrir la salle de spectacle, la salle 2. Alors voilà, on est dans la salle 2. La salle qui vient donc d'être construite. Alors on a 207 places assises. C'est un plateau qui est ouvert sur 14 mètres, 13 mètres de profondeur. On a un grill, on a tout un parc lumière, on a du son, on a de quoi accueillir. Surtout ici, ce sera des spectacles de théâtre, de danse, danse contemporaine, performance, tout ce qui est art vivant. Voilà. Contrairement à l'autre salle où ce sera plus des concerts. Alors ici, il y aura aussi des concerts assis, évidemment, la musique. Alors voilà, on a vu tout ce qui était partie publique et maintenant on se trouve dans une loge pour les artistes, donc équipée de canapés sympathiques pour se reposer, les miroirs pour se maquiller, tout le nécessaire pour se préparer avant le spectacle. On a même des retours en loge, ce qui est très pratique pour savoir ce qui se passe sur le plateau. En plus de tout cet équipement, évidemment, on a des bureaux administratifs, un open space assez conséquent pour que toute l'équipe puisse travailler au mieux pour ce bel outil qu'est l'usine à gaz. Voilà. Et c'est déjà terminé pour la quotidienne du 30 juin. On se retrouve demain pour un nouveau mois et une nouvelle quotidienne. Bonne soirée à tous.